Bonjour à tous et bienvenue sur le module 4 de notre webinaire éco-conception proposé par Citeo. Nous sommes aujourd'hui mardi les 16 heures, donc c'est le quatrième module de notre série de 8 modules. Donc voilà, comme d'habitude, pour des considérations techniques, je vous invite effectivement à activer le son, à désactiver le micro de votre ordinateur, de manière à perturber le moins possible effectivement l'audition des autres participants. Et je vous invite à poser vos questions à l'écrit à tout moment. Donc, je suis Gauthier Massip, chef de projet éco-conception chez Citeo. Et c'est moi qui, effectivement, vous propose depuis maintenant 3 modules ce webinaire éco-conception. Donc, je suis chef de projet éco-conception. J'ai une carrière dans l'industrie, toujours sur les questions des conceptions et de recyclage, à la fois pour des produits de construction, la construction automobile et aujourd'hui dans la grande distribution, les produits alimentaires, cosmétiques, etc. Voilà. Et également, bien vous identifier de manière à ce que la présentation vous soit envoyée au format PDF. Voilà, donc les objectifs des webinaires éco-conception, c'est quoi? C'est renforcer nos connaissances en éco-conception, bien entendu, voir comment effectivement cette éco-conception pour vos entreprises et vos marques peut être une source d'opportunités, bien identifier effectivement des actions concrètes, des actions clés à mettre en œuvre pour faire de l'éco-conception pour vos emballages, et comme je le dis souvent, pour bien comprendre effectivement comment éco-concevoir ces emballages, il faut avant tout comprendre effectivement la filière de recyclage en France des emballages ménagers. Voilà, donc ici le module 1, on a vu l'introduction à l'éco-conception. Module 2, effectivement, on a commencé à regarder un petit peu comment était organisé le tri et le recyclage des emballages. Et après, pour rentrer dans le détail, dans les modules 3, sur les emballages en verre, métal et papier carton. Et le module 4, aujourd'hui, ce sera sur les emballages en plastique. Pour rappel, hein, les objectifs de ces webinaires éco-conception sont pour vous de bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'éco-conception de manière générale, qui est Citeo, en quoi Citeo vous accompagne effectivement dans la gestion de la fin de vie de vos emballages et donc l'éco-conception de ceux-ci. Alors attendez, a priori il y a un souci. Non, c'est bon, j'espère que tout va bien. Donc voilà, mieux comprendre effectivement en quoi cela peut être une source d'opportunité pour vous, dans vos entreprises, pour vos marques. Par où commencer? Donc c'est effectivement donner effectivement envie de se lancer dans une stratégie d'éco-conception avec des actions très concrètes. On essaiera de vous présenter un peu des. Alors on vous a déjà présenté des cas très concrets, mais c'est effectivement dans l'ensemble de ces modules, c'est l'objectif qu'on essaie de se donner, de toujours se raccrocher à des cas très concrets. Et comme je vous le dis souvent, pour bien savoir effectivement comment éco-concevoir son emballage, la première étape, c'est effectivement de bien comprendre comment sont organisées les filières de collecte, de tri et de recyclage en France. Ceci pour vous permettre de mieux anticiper et de mieux visualiser effectivement quelles sont les bonnes pistes d'éco-conception pour vos emballages. Donc, c'est 6 modules d'une heure. Aujourd'hui, on est au module numéro 4. Et c'est chaque semaine, chaque mardi de 16h à 17h. Donc, je vous donne rendez-vous pour le module 5 dès mardi prochain à 16h. Donc aujourd'hui, module 4, donc pour ceux qui n'étaient pas forcément là, les premiers modules, on rentre de plus en plus effectivement dans le cœur du sujet. Le module de la semaine dernière était consacré spécifiquement aux emballages en verre, métal et papier carton. Aujourd'hui, on se concentre sur les emballages en plastique. Donc on va regarder sur comment elles sont recyclées, effectivement, les emballages en plastique aujourd'hui en France. Et comment, du coup, à la lumière de ces filières de recyclage des emballages en plastique, comment effectivement concevoir un emballage qui soit le plus recyclable possible. Et donc, on va regarder un petit peu les différentes pistes d'éco-conception à explorer. Les modules suivants seront consacrés vraiment à des stratégies de mise en œuvre de l'éco-conception, où là, on rentrera vraiment dans des cas concrets industriels, et je vous invite effectivement à participer aussi nombreux que vous l'êtes aujourd'hui. Donc toujours, hein, c'est le motto de ce webinaire, les 4 actions clés pour l'éco-conception des emballages. On répète, hein, la première, c'est réduire. Donc dans la réduction, c'est surtout l'allègement qu'on entend. On prend le juste emballage et la première action effectivement d'éco-conception, c'est effectivement d'alléger son emballage et de faire en sorte qu'il y ait la juste quantité de matière nécessaire pour effectivement emballer et répondre aux besoins de l'emballage en tant que tel.
La deuxième action clé pour les emballages et les conceptions des emballages, c'est bien sûr d'améliorer la recyclabilité. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui pour bien comprendre comment sont organisées les filières de recyclage du plastique en France et du coup, comment on peut, dans la conception de son emballage, améliorer sa recyclabilité. Voilà la deuxième action clé. La troisième, c'est ce qu'on appelle travailler sur l'origine de la matière. Donc, dans le travail sur l'origine de la matière, on entend bien entendu l'incorporation de matières recyclées, qui va permettre effectivement de boucler la boucle quelque part. Mais aussi, on peut avoir aussi des réflexions sur l'origine biosourcée, effectivement, de certaines résines plastiques, qui peut être aussi une stratégie ou des pistes qui peuvent être intéressantes. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Et enfin, bien entendu, et ça je vous le répète à chaque fois, il n'y a pas de bonne éco-conception d'un emballage si effectivement le geste de tri chez le consommateur n'est pas bien ancré. Et donc, on a aussi une action forte de sensibilisation sur le geste de tri à faire auprès des consommateurs pour effectivement faire en sorte que votre emballage soit bien mis dans le bac jaune et qu'il ait le maximum de chances effectivement d'être recyclé. L'objectif, le double objectif de Citeo, c'est effectivement, faire croître le taux de recyclage des emballages, notamment des emballages en plastique, et faire en sorte de pouvoir trouver des solutions pour tous les résines de plastique, tous les emballages en plastique. Donc, on va reprendre un petit peu du haut en bas. Aujourd'hui, quel est le gisement d'emballages ménagers en France? Aujourd'hui, on a 5 millions de tonnes d'emballages qui sont mis sur le marché par an. Dans ces 5 millions de tonnes, on l'avait vu dans les modules précédents, on a différents types de matériaux, mais on a notamment 1,2 million de tonnes de plastique. Donc, le taux de recyclage global de tous les emballages sur les 5 millions de tonnes dont on a parlé, c'est 70%. Si on fait un focus spécifique sur le taux de recyclage des emballages en plastique, on a un taux de recyclage des emballages en plastique qui a dépassé les 26%. Sur les derniers chiffres, on se rapproche des 27, et avec bien sûr des disparités importantes, et vous comprendrez pourquoi, avec notamment la fraction bouteilles et flacons qui aujourd'hui s'approche des 60% avec 58%, mais par contre effectivement des taux de recyclage pour d'autres fractions d'emballage plastique qui sont pour le coup beaucoup plus faibles. Et donc effectivement on a des marges de progrès qui sont importantes pour certaines fractions, d'autres qui sont peut-être un peu plus modestes, mais qui existent ceci dit. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour planter un peu le décor sur aujourd'hui où est-ce qu'on en est et qu'on ait des ordres de grandeur aujourd'hui sur les taux de recyclage en France, à la fois sur le taux de recyclage global des emballages ménagers, 70%, et sur le taux de recyclage des emballages en plastique, 26%, avec le focus sur les emballages bouteilles et flacons, 58%. Alors, ça, c'est pour vous donner également des ordres de grandeur, parce qu'encore une fois, ces proportions 1,5, un quart, vous allez voir, elles sont pas forcément tout à fait exactes, et puis ça a tendance à évoluer. On a aujourd'hui on a la moitié des emballages en plastique qui sont mis sur le marché qui sont aujourd'hui recyclables et qui ont effectivement des filières de recyclage existantes. Donc là, on pense effectivement à l'ensemble des bouteilles et flacons, à des pots qu'on peut avoir qui sont dans des résines, des pots rigides, dans des résines type polyéthylène PE ou polypropylène PP qui sont effectivement aujourd'hui existantes, des filières de recyclage existantes. Donc là, effectivement, on a la moitié en gros de notre gisement qui aujourd'hui est bien recyclable. Il y a un quart du gisement qui aujourd'hui effectivement demande à ce qu'on puisse développer ou faire croître effectivement des filières de recyclage qui existent mais qui ne sont pas forcément généralisées ou qui méritent des développements ultérieurs et de la maturation. Et enfin, on a aujourd'hui mis sur le marché un quart d'emballages en plastique qui, pour le coup, n'ont pas de filière de recyclage existante. Le mot non recyclable est toujours un peu gênant parce qu'on peut toujours recycler, tout dépend l'énergie et le temps qu'on y met. Mais aujourd'hui, c'est pas réaliste techniquement et économiquement d'envisager effectivement le recyclage de certains types d'emballages complexes. Et c'est pour ces emballages-là, effectivement, qu'on a des actions prioritaires sur l'éco-conception. Il faut qu'on faut qu'on transforme effectivement ces matériaux, ces emballages, de manière à ce qu'ils passent d'une version non recyclable, parce que trop complexe,
trop multimatériaux, trop imbriqués, à des versions qui soient effectivement recyclables. Mais par contre, attention, qui dit la moitié du gisement effectivement recyclable parce que filière de recyclage existante, ne veut pas dire que l'emballage est forcément recyclé. Et quels sont effectivement les freins entre le gisement qui effectivement apparaît recyclable au moment où il est mis sur le marché et la recyclabilité réelle? Eh ben, on a qu'effectivement, on en perd la moitié. Et pourquoi? Parce qu'on a un geste de tri qui n'est pas systématique, malheureusement. On a des collectes qui peuvent effectivement aussi de temps en temps manquer d'efficacité, mais c'est surtout encore une fois le geste de tri, hein, l'aspect le plus important. Et il peut y avoir des pertes aussi pour des fractions plus modestes de ces emballages qui sont effectivement recyclables, des pertes qui ont lieu au moment du tri et du recyclage, où malheureusement par des erreurs de tri, etc., on peut perdre une fraction infime de ce gisement. Mais c'est surtout au niveau du geste de tri où on peut faire en sorte que c'est la moitié du gisement qui est effectivement recyclable, on peut faire en sorte qu'ils soient effectivement tous recyclés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'action geste de tri. Et nous, là, aujourd'hui, on s'attaque spécifiquement à la question des emballages qui n'ont pas de filière de recyclage aujourd'hui et pour lequel, effectivement, on cherche à les intégrer dans des filières de recyclage existantes. Et donc là, on va faire de l'éco-conception. Donc, on reprend un peu ce qu'on a déjà fait effectivement pour les autres types de matériaux d'emballage. Les 3 étapes aujourd'hui de recyclage en France. On a l'étape de la collecte, bien entendu, l'étape du tri des emballages et enfin l'étape du recyclage. Alors, il faut bien comprendre effectivement l'ensemble de ces étapes qui vont être après détaillées. Alors voilà, ça c'est un schéma qui est très global, effectivement, qui vous donne une vision générale du recyclage des plastiques en France. On va peut-être commencer par le petit 1, tri chez l'habitant. Il faut mettre l'emballage effectivement dans le bac jaune. Une fois qu'il est dans le bac jaune, il est bien collecté par les camions qui sont mis à disposition par la collectivité, ou ensuite c'est amené effectivement dans des centres de tri. Là encore, effectivement, souvent des centres de tri qui sont soit gérés par des opérateurs privés, mais qui sont en contrat avec la collectivité, soit directement par les collectivités. Donc là, dans ces centres de tri, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trier les fractions qui sont effectivement, qui ont des filières de recyclage et éliminer les autres pour les envoyer effectivement soit vers de la valorisation énergétique, quand c'est possible, soit vers du stockage ou de la valorisation sous forme d'incinération pour les emballages qui effectivement posent trop de soucis. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il existe dans le schéma actuel 3 principaux matériaux qui effectivement sont recyclés, massifiés pour partir dans les filières de recyclage. On va revenir dessus. Ce sont les emballages rigides en PET type bouteille, comme vous la connaissez tous, PE et PP. Donc PE pour polyéthylène et PP pour polypropylène. Donc ces emballages rigides ont effectivement une filière de recyclage. Et on a également, dans certaines régions, la filière des films, donc ce qu'on appelle les films souples en polyéthylène. Donc le souple polyéthylène, c'est celui que vous pouvez étendre, qui va effectivement, c'est typiquement votre pack d'eau. Le film de regroupement de votre pack d'eau, ou le film de regroupement de 6 canettes, par exemple, ça c'est un film souple en PE. Et donc aujourd'hui, il existe des filières de recyclage pour ce type de film. On reviendra, je vois la question de la couleur, il n'y a pas de restriction de couleur, même s'il y a des petites nuances, encore une fois, mais sur la question du rigide. Et enfin, on a, encore une fois, de manière plus occasionnelle et des sites sur lesquels on peut effectivement recycler les pots et barquettes en polystyrène, PS pour polystyrène. Voilà. Et les autres matériaux, effectivement, par exemple, les emballages qu'on dit trop complexes, qui sont effectivement constitués de plusieurs couches de différentes résines de plastique ou d'aluminium, par exemple, ou les films souples en PP pour polypropylène, aujourd'hui ne sont pas valorisés sous forme de matière, ne sont pas recyclés, mais partent en valorisation énergétique, soit pour effectivement alimenter sous forme de combustible des installations industrielles type verrier, cimentier, etc. Soit pour, par exemple, l'emballage en PVC
Là, on a des voies de valorisation qui sont beaucoup plus ténues, parce que effectivement, on a des problèmes de rejet de gaz chloré. Et donc là, on a a priori des voies de valorisation qui sont, par exemple, incinération, dans certains cas, si le site est équipé pour le filtre des fumées. Donc ensuite, une fois que ces balles sont massifiées, elles partent au centre de régénération qui va effectivement refaire du tri, refaire de la purification et faire en sorte qu'effectivement on puisse faire de la nouvelle matière, donc du nouveau granulé plastique qui va permettre effectivement de recréer des nouveaux produits plastiques, soit pour l'emballage, et dans ce cas-là, effectivement, la boucle est bouclée et elle est fermée, soit pour d'autres types d'applications qui peuvent exister dans le bâtiment, dans le textile, et qui vont permettre effectivement de donner une deuxième vie à cette matière. Voilà, donc ça c'est le schéma vraiment global. Alors revenons sur l'ensemble des différentes étapes. Dans un premier temps, on a bien sûr la collecte. Donc là, pour certains d'entre vous, vous avez eu une évolution du mode de collecte. Donc je voudrais d'abord revenir sur la consigne générale, telle qu'elle existait jusqu'à présent et qu'elle existe encore pour la majorité d'entre vous. Aujourd'hui, quels sont les emballages qui sont à trier? On a bien sûr le verre qui, sans distinction, on permet de tout trier. Donc, si vous avez écouté le webinaire de la semaine dernière, il y a la distinction du verre qui n'est pas sodocalcique, qui effectivement à distinguer par rapport aux autres. Mais on va dire, pour faire simple, l'ensemble des emballages en verre aujourd'hui sont recyclables et à mettre dans un point d'apport sélectif du verre. Ensuite, on a pour tout ce qui est papier, carton et métal, pas de distinction non plus à faire. On met tout dans le bac jaune. Par contre, pour la partie plastique, on demandait de ne mettre que les bouteilles et flacons et éventuellement certaines boîtes en PE ou PP, typiquement par exemple la boîte de Nesquik ou ce type d'emballage rigide, mais avec ce qu'on appelle creux, avec une certaine géométrie, donc ce n'est pas des souples. Hein. On pouvait effectivement les mettre dans le bac jaune. Mais pour faire simple, disons bouteilles et flacons en plastique dans le bac jaune. Et le reste des emballages en plastique, ça partait dans la poubelle tout venant. Donc ce qu'on appelle souvent les ordures ménagères résiduelles, OMR. Donc là, il y a une évolution qui est proposée effectivement à l'ensemble des citoyens, qui permet effectivement de simplifier le geste de tri. On a, à la fin de l'année 2019, on aura 50% des Français qui sont effectivement en extension des consignes de tri. Pour les gens qui sont à Paris, par exemple, c'est depuis le 1er janvier 2019. Pour certains, dans d'autres régions en France, c'est depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, en fait, on simplifie les choses et on dit désormais, j'ai un emballage dans la main, c'est bac jaune. Peu importe l'emballage, peu importe le type de plastique, dès lors qu'on a un emballage dans la main, ça va dans le bac jaune. Et donc, effectivement, ça permet effectivement de simplifier le geste de tri, mais par contre, on change complètement de dimension et on passe d'une dimension où on disait ce qu'on met dans le bac jaune, c'est effectivement ce qui est recyclable et recyclé, alors que là, on dit, on vous simplifie la vie, vous mettez tout dans le bac jaune, et après derrière, c'est au moment du centre de tri qu'il va y avoir une distinction des matériaux pour lesquels effectivement il existe une filière de recyclage et d'autres pour lesquels la filière de recyclage n'est pas encore mature. Et donc, pour le coup, ceux-ci partiront plutôt en valorisation énergétique. Voilà. Donc ça a pour objectif de doubler le taux de recyclage des plastiques. Pas uniquement parce qu'on crée de nouvelles filières de recyclage, même si effectivement on y travaille au quotidien, mais aussi parce que en simplifiant le geste de tri et en évitant de vous faire poser la question, eh ben, on va maximiser effectivement et il va y avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble des matériaux qui jusqu'à présent potentiellement n'étaient pas mis dans le bac jaune. Et donc là, on a vu effectivement un retour d'expérience déjà nous a montré qu'on avait des effets positifs d'entraînement, qui allaient jusqu'à 6 kg par habitant et par an. Voilà. Et donc, en plus de ça, et pour pouvoir effectivement mettre en place cette extension des consignes de tri, il faut qu'on puisse effectivement accueillir ce nouveau volume de matière qu'on va avoir dans les centres de tri. Et donc, c'est pour ça que c'est par étapes que ça se fait. Vous voyez, en 2012-2014, on a eu une première phase du projet où on a 3,7 millions de Français uniquement qui étaient concernés. Et là, je vous dis, à la fin de l'année 2019, on aura pratiquement 50% de la population française qui sera concernée.
et avec à l'horizon 2022, on l'espère le plus tôt possible en tout cas, effectivement l'extension des consignes de tri qui sera globale sur l'ensemble du territoire et où on aura tous les mêmes consignes de tri qui seront j'ai un emballage dans la main, je le mets dans le bac jaune. Et donc, comme je vous le disais, effectivement, il faut moderniser les centres de tri parce que c'est des volumes supplémentaires qu'il faut pouvoir accueillir. Il faut pouvoir effectivement trier potentiellement des nouvelles fractions de plastique qu'on ne triait pas jusqu'à présent. Et il y a des innovations technologiques, etc., et qu'il faut pouvoir effectivement mettre en place avec les collectivités de manière à pouvoir effectivement traiter l'ensemble de ces plastiques nouveaux qu'on met dans notre bac jaune. Donc, comme je vous le disais, attention, hein, effectivement, on a changé un petit peu la vision qu'on avait par rapport à ce geste de tri et mettre l'emballage dans le bac jaune. Effectivement, c'est pas parce que l'emballage est dans les consignes de tri qu'il sera effectivement recyclé. Il y a une différence entre je mets mon emballage dans le bac jaune et il est effectivement recyclé. Il peut y avoir effectivement certains emballages qu'on met dans le bac jaune et qui ne sont pas recyclés. On appelle, mais par contre, pour essayer de faire d'être clair, on appelle un emballage recyclable, un emballage qui effectivement a une filière de recyclage sur le territoire français. Donc, comme je vous le disais, souvent il y a des abus de langage qui sont faits en disant tel ou tel matériau, tel ou tel emballage est effectivement recyclable. Oui, potentiellement, la technologie ou la technique existe, mais elle est peut-être limitée à la paillasse des cours de chimie ou à des laboratoires qui font des expérimentations. Si celle-ci n'existe pas de manière plus industrielle et pour traiter des volumes importants, c'est compliqué effectivement de faire ces allégations d'emballage recyclable si effectivement la filière industrielle de recyclage n'existe pas. C'est pour ça qu'on fait en sorte de limiter effectivement la définition d'un emballage recyclable à celui qui est collecté, traité et remis en usage. Voilà. Donc les évolutions avec la consigne de tri qui est en train de se généraliser sur l'ensemble du territoire. Pendant très longtemps, vous voyez, en 2018, on disait par exemple le pot de yaourt, le film autour de votre pain de mie, c'était des emballages qu'on ne mettait pas dans le bac jaune. Dans les nouvelles consignes de tri, une fois que les extensions seront généralisées, ceux-ci effectivement seront désormais dans l'infotri qu'on vous donne mis à trier, à recycler. Pour la bouteille, par exemple, ça ne change pas. Celle-ci a toujours été dans les consignes de tri et elle sera toujours recyclée. Par contre, je vous ai mis effectivement dans la dernière colonne, est-ce que mon pot de yaourt, par exemple, qui effectivement jusqu'à présent, la consigne était de dire on le jette, qui dans le cadre de l'extension, désormais on met à trier, est-ce qu'il sera effectivement recyclé sous forme de matière? Ça dépend. Certains centres de tri vont trouver effectivement des opérateurs qui vont être intéressés par ce type de matériau s'il est bien trié et vont potentiellement lui donner une nouvelle vie. Dans d'autres cas, effectivement, ce matériau-là ne sera pas forcément recherché par les opérateurs de recyclage et du coup, celui-ci sera plutôt envoyé vers de l'incinération pour faire de la valorisation énergétique. Par contre, comme vous le voyez, l'emballage du pain de mie est un complexe un peu particulier. Et donc, on arrive effectivement plutôt à des solutions de valorisation énergétique pour ce type d'emballage. La bouteille en plastique, pour le coup, sera toujours recyclée. Les opercules aluminium, on a toujours dit effectivement qu'il fallait les recycler et on les a toujours recyclés. Donc ça ne change pas. On voit effectivement pour certains types d'emballages complexes, type doypack ou ce qu'on appelle les poches multicouches, qui sont par exemple... je donne souvent l'emballage de chips, qui est un bon emballage, qui est un bon exemple, par une bonne illustration. Et ben celui-là, on n'a pas encore de solution de recyclage matière. Donc effectivement, on change la consigne de tri, mais celui-ci sera valorisé plutôt énergétiquement. Voilà. Je vous les fais pas tous, hein, c'est peut-être pas la peine. Vous aurez l'occasion de revenir dessus et sur le support. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment un changement de perspective par rapport à cette consigne de tri et qui va logiquement donner plus d'efficacité au niveau de la collecte et permettre d'aller chercher plus de matière à recycler. Donc, une fois qu'on a mis son emballage et que le geste de tri effectivement a été bien réalisé, on arrive au niveau du centre de tri. Là, on a pour la fraction
plastique trois principaux flux qui sont proposés. Le PET clair, le PET foncé. Donc, ce qu'on appelle PET foncé, c'est ce qui va au-delà de la Quézac en termes de teinte de la bouteille. Vous voyez, la Quézac a une teinte bleutée, mais qui a encore un bleu suffisamment translucide. Dès lors qu'on va sur des teintes qui sont plus foncées, on considère que le PET est foncé ou coloré. Et dès lors qu'on est plus transparent, ou enfin en deçà du bleu Quézac, on considère que le PET est clair, et avec des voies de valorisation qui sont différentes pour l'un et pour l'autre. Et on a enfin le polyéthylène polypropylène qui effectivement était un flux dans le cadre des extensions, dans le cadre des consignes de tri jusqu'à présent. Avec l'extension des consignes de tri, effectivement, on a de nouveaux types d'emballages qui vont effectivement être recyclés. Donc, comment ça se passe au niveau du centre de tri? On commence par une séparation balistique des emballages. Donc, ça veut dire que là, donc sur la droite, vous avez effectivement qu'est-ce qu'on perd, entre guillemets, quelles sont les pertes au niveau du recyclage ou les perturbations potentielles. Donc là, au niveau de la séparation balistique, on a des tris par forme et par taille. Et donc, notamment, on va écarter les emballages de taille trop petite ou qui vont se perdre effectivement ou qui peuvent présenter un danger pour les opérateurs. Donc là, vous voyez, c'est quand même, on essaie de perdre le minimum, mais effectivement, malheureusement, on retrouve tellement de choses dans le bac jaune qu'il faut aussi pouvoir protéger les opérateurs, notamment de la présence de seringues ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on a déjà retrouvées. Hein. Ensuite, on a la deuxième partie du tri au niveau du centre de tri. Ce sont les tris des métaux. Donc là, on va chercher à les récupérer, les aluminiums notamment et les aciers. Donc les aciers, vous imaginez, c'est assez simple. Hein, on en a parlé la semaine dernière. C'est surtout du tri magnétique. Et ensuite, on a le courant de Foucault qui va permettre effectivement de récupérer les éléments non magnétiques comme l'aluminium. Donc là, qu'est-ce qu'on perd? Vous avez sur la droite, qu'est-ce qu'on perd? Notamment les emballages mixtes qui sont plastique aluminium et dans lesquels on va avoir trop d'aluminium. Et ben malheureusement, pour ces emballages-là, ils vont être écartés avec la machine à courant de Foucault. Et donc, toute la fraction plastique sera perdue. Voilà déjà un type d'emballage qui, par sa conception, ne permet pas d'aller recycler le plastique. Ensuite, arrive le tri optique. Donc là, le tri optique, effectivement, demande par infrarouge d'aller chercher effectivement l'ensemble des emballages qui restent après la séparation balastique et le tri des métaux. Donc, c'est-à-dire souvent, il reste, alors, papier carton, ça peut être effectivement, mais beaucoup de plastique. Donc là, quelles vont être les problématiques qu'on va rencontrer au niveau du tri optique? On a sur certaines bouteilles de plus en plus la pratique du manchon. C'est-à-dire que la bouteille en PET va être complètement entourée par un manchon, par une genre de chaussette, qui est effectivement souvent un matériau en plastique qui est différent du PET qui compose majoritairement la bouteille, et qui du coup, au moment du tri optique, l'infrarouge va pas forcément bien comprendre de quel matériau il s'agit. Et donc là, on peut avoir effectivement une perte au niveau du manchon et donc du coup de la bouteille qu'il y a derrière. On a également des étiquettes en PVC ou des colorettes qui peuvent effectivement aussi perturber le tri optique parce qu'effectivement on va avoir un matériau encore une fois qui va être différent du matériau majoritaire. Et on a aussi les barquettes complexes par exemple qui sont en PET-PE, donc PET sur une face, PE sur l'autre parce qu'effectivement on obéit à des contraintes et à des besoins qui sont différents. Et donc là, pour ce type de barquette complexe, en fonction de la face qui va être effectivement identifiée à l'infrarouge, on peut avoir effectivement des pertes assez importantes. Et aussi, là où on va avoir des soucis, ça va être les emballages sombres. Alors on a parlé la semaine dernière sur les verres qui n'étaient pas translucides, ou là où effectivement on pouvait avoir aussi des perturbations du recyclage. Sur les emballages sombres avec noir de carbone, là aussi, malheureusement, le tri infrarouge ne va pas permettre de déceler le type de résine ou le matériau effectivement majoritaire de l'emballage, et du coup, il ne sera pas orienté vers le bon flux. Et on a également certains emballages qui contiennent des éléments métalliques type ressort ou billes en métal dans des flacons par exemple, ou dans des pompes pour parfum, les choses comme ça, ou des lave-vitres par exemple, où on va avoir des pompes avec des ressorts. Et là, on peut avoir un risque effectivement que ces pompes-là soient captées
au niveau du tri magnétique. Il y a également dans certains centres de tri des tris complémentaires qui peuvent être faits et des tris manuels pour des matières qui n'ont pas été effectivement repérées par le tri optique. Et donc là, on a typiquement les bouteilles qui ne sont pas dans les matériaux majoritaires que sont le PET, le PE ou le PP, bouteilles et flacons. Type les bouteilles encore en PVC, il y en a très peu, mais il y en a malheureusement encore un peu. Et d'autres nouvelles résines plastiques, type PLA, qui peuvent représenter des perturbations dans le tri majoritaire du PET. Et enfin, il y a des flacons en PETG qui, malgré son nom très proche du PET, n'est pas le même type de résine plastique et du coup va perturber grandement le recyclage du PET si jamais au moment du tri manuel, effectivement, l'opérateur ne voit pas la différence et le met dans la fraction PET. Et une fois effectivement que l'ensemble de ces tris sont effectués, on a massifié effectivement et on a purifié une résine plastique, un type d'emballage et un type de matériau. Et effectivement, ces balles-là sont envoyées ensuite chez les opérateurs qui vont pouvoir les recycler. Et donc là, on va parler de cette deuxième étape. Donc voilà, on reprend. Balistique, la perturbation, c'est les emballages de taille ou contenance trop petite. Donc là, encore une fois, il n'y a pas forcément d'action spécifique à faire. Si l'emballage est trop petit, c'est parce qu'il doit contenir un produit qui est effectivement conditionné dans des petits volumes et choses comme ça. Il n'y a pas forcément de choses à faire. Par contre, effectivement, là, sur les emballages mixtes plastique-aluminium, on peut voir effectivement s'il y a des évolutions qui sont possibles. Et au moment du tri optique, là, on voyait, qu'est-ce qu'on peut faire? On a effectivement les éléments composés d'un matériau différent de la résine majoritaire qui peuvent perturber le recyclage. On a les emballages non visibles ou non détectables par tri optique. Donc là, effectivement, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et les résines autres que celles des flux principaux. Et donc là aussi, ça peut perturber grandement la résine du matériau du coup principal. Donc là, on arrive à la deuxième étape du recyclage parce que pour moi, il y a vraiment centre de tri et régénération. Et donc là, vraiment, ces deux étapes-là, effectivement, on peut parler du recyclage de l'emballage plastique. Et donc là, une fois qu'effectivement, on arrive à cette deuxième étape, on va réfléchir aux débouchés qui peuvent effectivement que peuvent donner le recyclage de ces différentes fractions plastiques. Je vous ai dit ça déjà dans les modules précédents, le PET clair, PET foncé, on a un retour à la bouteille pour le PET clair, notamment, mais pas que. Et pour le PET foncé, on n'a pas de retour à la bouteille, mais on a des applications de type fibre technique ou des feuilles de PET aussi également qui peuvent être produites à partir du recyclage du PET ou dans un cas plus réduit de textile, etc. Et pour la partie PP et PE rigide, comme je vous le disais, on a des applications, des débouchés, par exemple des tuyaux d'évacuation qui n'ont pas de contraintes spécifiques, notamment en termes de couleur. Parce qu'effectivement, quand on mélange toutes les couleurs de PE et PP, souvent, le PE, par exemple, c'est la bouteille de lait, classique, bouteille de lait blanche, qui a d'ailleurs à l'intérieur qui est souvent noir pour protéger de la lumière. Quand on mélange l'ensemble de ces teintes et de couleurs, souvent on retombe sur un gris qui va très bien pour l'application type des tuyaux d'évacuation. Donc comment ça se passe? Je suis recycleur de PET par exemple. J'ai le centre de tri qui m'a fabriqué ma balle de PET qui a été bien purifiée. On a une balle de 300-400 kg qui est bien compactée et qui comprend à plus de 95% du PET qui a été bien trié par mon centre de tri. Donc, j'achète cette balle, je suis régénérateur de PET. Qu'est-ce que je fais? D'abord, je délite cette balle, c'est-à-dire que je la déballe, en fait. J'enlève les liens qui, effectivement, la maintiennent et je mets toute cette matière sur mes tapis de convoyage. De là a lieu un nouveau tri optique. Donc là, on va aller vérifier si dans le tri qui a été fait au niveau du centre de tri, il n'y a pas des erreurs de tri et que je souhaite, moi, peut-être parce que je suis plus fin dans mon tri et notamment dans mon tri des métaux, etc., que je souhaite éliminer pour éviter la perturbation de mon tri de PET. Une fois ce tri optique et ce tri des métaux donc supplémentaires additionnels réalisés au niveau de la régénération, qu'est-ce que je fais? Je broie l'ensemble de ces matières. Donc pour rappel, on parle de recyclage, de régénération de PET. Donc là, il s'agit principalement de bouteilles d'eau
ou d'autres types de boissons. Et donc là, on va retrouver souvent l'étiquette banderole autour de la bouteille. On va retrouver également le bouchon qui peut être encore présent sur la bouteille. Donc là, on va broyer l'ensemble de ces matières. On va laver ces paillettes qu'on obtient après broyage. Et là, on va faire ce qu'on appelle du tri densimétrique. Ça veut dire le tri densimétrique ou flottaison. C'est une méthode, une technique qui permet effectivement de séparer les différentes résines entre elles en fonction de leur densité. Et là, ce point, c'est hyper important. Quand on conçoit un emballage en plastique, il faut toujours réfléchir par rapport aux densités des résines de matériaux qu'on utilise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on mixe du PET, par exemple, qui a une densité qui est supérieure à 1, densité supérieure à 1, ça veut dire je coule dans l'eau. Si je mixe du PET avec un autre type de plastique, typiquement du PS ou du PLA, etc., d'autres types de résines qui coulent effectivement aussi parce qu'avec une densité aussi supérieure à 1, je ne vais pas pouvoir séparer les fractions entre elles. A contrario, si j'utilise par exemple du PP Polypro ou du PE pour mon bouchon, et ben, au moment où je vais broyer ma bouteille qui contient le bouchon et son corps, et ben, au moment de la flottaison, donc du tri densimétrique, j'ai mes bouchons qui vont flotter et j'ai tout mon PET qui va couler au fond de mon bac. Et donc ensuite, je vais venir récupérer mon PET uniquement et après, je vais faire aussi un recyclage du polypropylène, des bouchons spécifiques parce qu'effectivement, ce tri densimétrique m'aura permis de séparer les deux fractions. En plus de ça, derrière, et pour vraiment purifier encore une fois le flux de PET majoritaire qu'on a récupéré, on peut rajouter encore une fois du tri optique sur les paillettes. Donc là, il y a des technologies de pointe qui permettent effectivement d'aller regarder paillette par paillette. Donc quand je dis paillettes, c'est vraiment c'est des fractions qui font moins d'un millimètre et qui vont permettre effectivement de venir vérifier sur l'ensemble de ces paillettes que j'ai récupérées après le tri densimétrique pour voir s'il n'y a pas encore des petites erreurs de tri qui pourraient encore exister. Typiquement, on peut retrouver là de l'aluminium. Il peut y avoir des pigments d'aluminium, par exemple des pigments dans les encres utilisées, les choses comme ça, et donc qui pourraient poser un problème au niveau de la flottaison. Et enfin, une fois qu'on a un matériau qui est bien purifié, on peut l'extruder et en faire de la nouvelle matière. Donc là, comme je vous disais, les différentes perturbations possibles au moment de la régénération sont les couches des emballages trop complexes. Il peut y avoir effectivement au moment du lavage des encres ou des colles qui peuvent avoir aussi, où on peut avoir certaines difficultés à les laver. On a des séparations impossibles des matériaux de densité similaire, ce que je vous disais tout de suite. Et enfin, des présences de matériaux indésirables qui sont éliminés, par exemple des petites paillettes d'aluminium qui pose un souci derrière après au niveau de l'extrusion du PET. Donc, quels sont les emballages qui seront recyclés en 2022 une fois l'extension qui sera généralisée? Donc, comme je vous le disais, toujours les emballages rigides en PP, PE, PET. Celles-ci ont une filière existante et elle n'est pas prête de s'arrêter. On a effectivement, comme je vous le disais, une filière qui se muscle en ce moment et qui mûrit bien. C'est la filière du recyclage des emballages en PE, souple. On a des filières qui se mettent en place, notamment sur le polystyrène, aujourd'hui qui offrent des débouchés qui sont assez limités, mais avec beaucoup de projets aujourd'hui qui sont en cours sur le recyclage du polystyrène. Polystyrène, typiquement, c'est le pot de yaourt, hein. Mais pas que. Tous les éléments de calage aussi, souvent ce qu'on appelle le polystyrène expansé, qui est ce qu'on retrouve dans les éléments de calage dans tout un tas d'applications. Et par contre, effectivement, aujourd'hui, pas de débouché matière pour les emballages complexes. Et donc là, vraiment, il y a des actions d'éco-conception à réaliser. Donc là, on va retenir les 3 règles d'or pour un emballage recyclable. 1, emballage constitué d'un seul matériau ou d'une seule résine plastique, quand c'est possible, bien sûr. On essaie donc de privilégier au maximum le monomatériau. On choisit effectivement un matériau qui dispose d'une filière de recyclage. Donc là, pour le cas des emballages en plastique, on regarde principalement donc PET, PE, PP pour les emballages rigides, avec le PS, avec la filière de recyclage en cours de développement, et le PE pour les emballages souples. Et on privilégie des éléments associés
qui ne perturbent pas le recyclage. Donc on fait attention aux opercules, aux étiquettes, aux bouchons qu'on met effectivement avec mon matériau majoritaire, de manière à ce que ces éléments additionnels ne viennent pas perturber le recyclage du matériau majoritaire, si jamais effectivement ceux-ci sont indispensables. Donc on regarde les encres, on regarde les cols, etc. Donc un petit quiz très rapide pour voir effectivement d'après vous quels sont les emballages que je vous présente et qui peuvent perturber le recyclage. Donc dans le 1 qui est une bouteille en PET pardon, avec un sertissage et un dessus en aluminium. Le 2 c'est une boîte classique en polypropylène en rigide. La 3 c'est une bouteille noire opaque. Et le 4 c'est une bouteille avec valve silicone. Donc d'après vous, quels sont, rapidement, vous pouvez compléter sur le chat, quels sont ceux qui présentent le plus de perturbations pour le recyclage? Donc je vois 1, 3 et 4. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, je vais essayer d'aller assez rapidement. On a 3 messages à retenir ici. Alors le 1, évidemment, on a beaucoup trop d'aluminium sur cet emballage en PET. Ce qui risque de se passer, c'est que là, le courant de Foucault, au moment du centre de tri, va détecter effectivement le dessus en aluminium et va éjecter cet emballage qui est majoritairement en PET. Et donc, on ne pourra pas récupérer la fraction PET. Et en plus de ça, le recycleur d'aluminium, ça ne va pas du tout l'intéresser parce qu'il y a beaucoup trop de plastique. Donc, vraiment, ce type d'association aluminium-PET à proscrire au maximum. L'emballage 4, typiquement les ketchup, mayonnaise au type de sauce là avec ces bidons, ces flacons avec une petite valve en silicone qui permet effectivement de limiter les fuites quand on le tient tête en bas. Aucun problème si la silicone a une densité qui est supérieure à 1. Pourquoi? Parce que souvent ce sont des flacons en PE ou en PP, c'est-à-dire que c'est des flacons qui ont une densité, la résine a une densité qui est inférieure à 1. Donc, elle va flotter au moment du tri densimétrique. Si votre silicone a une densité qui est supérieure à 1, votre silicone va, lui, couler. Et donc, on va bien pouvoir séparer les deux fractions. Si, au contraire, le silicone a une densité qui est inférieure à 1, il va rester mélangé avec les paillettes de PE et PP. Et malheureusement, il va perturber le recyclage de celle-ci. Et enfin, on a l'exemple numéro 3 avec la bouteille noire qui, effectivement, a du noir de carbone dans son colorant et qui va du coup, on va pas pouvoir bien identifier la résine de cette bouteille au moment du tri optique parce que le noir de carbone va renvoyer l'infrarouge et donc on va pas pouvoir effectivement bien orienter cette bouteille vers le flux de recyclage. Donc là, je vous invite à regarder, il y a des FAQ qui existent sur le site de Citeo, je vous ai mis le lien dans la présentation et qui vous permettront effectivement de bien connaître les conseils pour les emballages noirs. La boîte de PP rigide ne pose aucun souci. Là, en plus, on voit les monomatériaux très simples. Elle va parfaitement pouvoir se recycler. Donc, on reprend. Hein, qu'est-ce qu'il faut éviter dans les emballages en plastique? Donc, les associations avec les métaux notamment, parce qu'on risque de les perdre au moment du courant de Foucault ou du magnétisme. Il faut éviter également les emballages en PET avec des éléments en silicone de densité supérieure à 1. Alors, si ces emballages sont en PET, si la silicone doit être, pour le coup, faut regarder en fait la densité de la résine majoritaire. Dans l'exemple que je vous ai donné au-dessus, là, cette bouteille de ketchup, par exemple, moi je pense que c'est du PP ou du PE, donc c'est-à-dire des résines dont la densité est inférieure à 1. Donc là, la silicone, pour bien qu'elle soit séparée, doit être supérieure à 1. Vous avez compris le principe. Donc, en fonction, effectivement, du matériau majoritaire que vous utilisez, faites attention aux éléments associés. Les éléments sombres avec noir de carbone, donc c'est là que je vous ai mis le lien vers notre site où vous pouvez retrouver une FAQ qui vous donne vraiment l'ensemble des enseignements sur l'emballage sombre. Et également, donc là, un autre point que je vous ai pas mentionné, mais c'est la question des charges minérales opacifiantes. Donc là, notamment pour, vous avez peut-être entendu parler, le cas du PET opaque. Donc, c'est effectivement pour certains types d'emballages qui avaient besoin d'opacifiants, on est passé à des solutions en PET plutôt que des solutions en PE qui existaient jusqu'à présent. Et donc, le PET, on a rajouté de l'opacifiant. Il faut faire attention à la quantité d'opacifiant qu'on met dans son emballage en PET. Et donc, on a notamment des guides qui nous permettent effectivement de limiter au maximum ces quantités d'opacifiants.
parce que derrière, ils peuvent perturber le recyclage. Et donc, à privilégier les plastiques monorésines, les rigides avec les filières de recyclage qui existent bien et les souples PE, parce que c'est aujourd'hui la seule filière qui existe avec, j'espère, bientôt d'autres filières de recyclage de souples. Et bien sûr, sur les cols et les encres, regardez bien par rapport au fait que vos cols soient lavables et que vos encres puissent effectivement se dissoudre bien dans les bains de lavage. Donc les outils à disposition, je vous invite vraiment à regarder le guide COTREP, donc le comité technique de la recyclabilité des emballages plastiques. Donc là, un guide qui est très bien fait et qui reprend l'ensemble de ces éléments et qui vont permettre effectivement de vous mieux comprendre les grands enseignements sur la recyclabilité des emballages en plastique. Et je vous invite également à regarder, comme vous avez pu le faire sur les autres types de matériaux, notre outil TRI, donc de test de la recyclabilité des emballages, et qui vous permet effectivement de regarder très rapidement sur votre emballage si oui ou non il est recyclable. Donc on met des malus, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer la contribution que vous payez chez Citeo en fonction effectivement du fait, si vous suivez ou non les conseils, les recommandations qu'on vous donne. Et si par exemple vous continuez à mettre des valves avec des densités qui sont supérieures à 1, alors que vous utilisez du PET par exemple, donc là on a deux matériaux qui coulent, bah ça c'est pas possible. Si vous continuez à mettre des opercules en aluminium par exemple sur des emballages en PET, ça c'est pas possible non plus. Si vous mettez plus de 4% de charge minérale, et ben là c'est pareil, il y a des malus qui sont mis en place dans la contribution, etc. Donc on essaye effectivement d'accompagner le changement et de vous inciter à effectivement prendre de nouvelles habitudes quant à l'association de matériaux entre eux, etc. via la mise en place de malus, c'est-à-dire des contributions financières un peu plus importantes pour ceux qui ne suivent pas les recommandations générales qu'on a tendance à donner. Voilà, c'est des exemples. Je vous invite. Il y a également des bonus pour les bons élèves. Si par exemple vous travaillez sur des meilleure sensibilisation ou vous changez effectivement votre emballage et vous passez à un monomatériau, voilà, c'est des bonus aussi qui peuvent être mis en place. Je vous invite effectivement à regarder. Il y a l'ensemble des guides aujourd'hui, bonus, malus, qui existent sur notre site internet. Et alors, les malus en filière, ça c'est encore pire. C'est dès lors que l'emballage n'a pas de filière de recyclage et va perturber en plus le recyclage de la filière existante. Là, par contre, il peut y avoir des malus qui doublent en fait la contribution. Donc, sur les emballages compostables, vous avez dû recevoir l'information. Demain matin à 9h30, il y a une session dédiée. Alors, vraiment, je vous invite à regarder. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On a beaucoup de questions sur le compostage des emballages en plastique. Donc, il y a une session demain à 9h30 qui est organisée par Citeo. Pour ceux qui ne peuvent pas, elle sera mise en ligne et de manière à ce que vous puissiez effectivement regarder cette session. Et pour ceux qui le peuvent, je vous invite vraiment à regarder le webinaire demain à 9h30 qui est organisé par Citeo. Si vous n'avez pas l'information, envoyez ou le lien pour vous inscrire, envoyez un mail à prévention@citeo.com. Mais a priori, vous avez dû le recevoir si vous êtes inscrit pour cette session. Mais voilà, si on peut retenir un emballage compostable, le compostage c'est quelque chose d'assez complexe. C'est un procédé biologique et qui obéit à tout un tas de critères et de conditions. Et aussi, le compostage, il peut être à la maison ou industriel. Et donc, il faut bien faire ce distinguo. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle avec un emballage compostable, biodégradable, qui partirait dans la nature et disparaîtrait naturellement. Voilà, les choses sont un peu plus complexes. Donc, vraiment, pour rentrer dans le cœur du sujet, je vous invite effectivement à participer au webinaire qui aura lieu demain à 9h30. Et également, je voulais vous parler très rapidement des nouveaux procédés de recyclage avec des solutions technologiques qui sont mises en place de recyclage qu'on appelle chimique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait plus uniquement du recyclage mécanique, mais on va également chercher à déconstruire les polymères. C'est-à-dire qu'on va aller découper les briques élémentaires que constituent les polymères de plastique pour revenir à la brique initiale et en fait comme si on avait un matériau vierge. Et donc pour ce faire, effectivement, il y a tout un tas de nouvelles technologies, d'innovations qui sont aujourd'hui développées par des startups, mais aussi des grandes entreprises et qui vont nous permettre demain d'aller recycler des fractions qu'on ne recyclait pas jusqu'à présent, voire de trouver de l'efficacité dans les process de recyclage grâce à ces innovations. Voilà. Donc là encore, il y a si ça vous intéresse,
on pourra revenir dessus avec des documents qui existent sur nos sites internet. Voilà, donc à retenir, l'extension des consignes de tri sur le plastique, c'est un processus progressif. À la fin de l'année, 50% du territoire, enfin des citoyens qui seront concernés. Donc aujourd'hui, un dispositif axé sur les filières de recyclage qui sont viables économiquement et techniquement. Sur le rigide, on a le PET clair et foncé, le PE et le PP. Sur le souple, on a les films en PE. Et avec des filières en développement sur le recyclage, notamment le polystyrène, le PET opaque qu'on peut accueillir de plus en plus dans le flux de recyclage, et les souples PP qui font partie effectivement des filières qui sont en cours d'étude aujourd'hui. Un recyclage dans des filières existantes pour 80% des emballages plastiques. Donc, c'est aujourd'hui, comme je vous le disais en début de présentation, il y a le geste de tri surtout à faire, mais 80% des emballages plastiques potentiellement ont des filières de recyclage existantes. Donc, il faut pouvoir effectivement réussir à les orienter vers les bonnes voies. Mais par contre, effectivement, il y a encore des développements qui sont nécessaires pour tout un tas de plastiques pour lesquels aujourd'hui, il n'y a pas de solution de recyclage. Et donc là, c'est vraiment de l'éco-conception qui doit être réalisée. Et pour les emballages qui ne peuvent pas encore effectivement évoluer vers des solutions éco-conçues et qui s'intègrent dans les filières de recyclage, il y a encore effectivement la valorisation énergétique qui permet de valoriser quand même cette matière lors de sa fin de vie. Voilà, donc là, on reprend effectivement des problématiques qu'on peut retrouver. Donc, comme je vous disais, le multicouche, l'association du PE avec l'aluminium et la perturbation, par exemple, des opercules métalliques avec le PET, etc. Donc voilà, c'est des problématiques sur lesquelles effectivement il faut qu'on revienne souvent et qui font partie des enseignements qu'on essaye de vous faire passer. Voilà. J'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais effectivement, c'est un sujet qui est assez complexe et qui, je pense, a généré beaucoup de questions. Alors, jusqu'à quelle épaisseur un emballage est-il considéré comme souple? Alors là, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 45 microns, 35, 150 microns, 150 microns. Alors bon, il faut que je vous confirme ça. J'ai un doute, je voudrais pas vous dire de bêtises. Je vous le mettrai dans le mail de retour au moment de l'envoi du support. Mais c'est de l'ordre du micron, donc effectivement, je suis désolé, j'ai plus le chiffre en tête. Est-ce que les générateurs sont les régénérateurs, donc ce que j'appelle les régénérateurs sont effectivement ceux qui reçoivent la matière bien triée sous forme de balles et vont refaire du granulé plastique pour faire de la nouvelle matière, enfin des nouvelles applications, pardon. Donc oui, pour la grande majorité d'entre eux, ce sont des filières qui sont françaises. Les centres de tri sont bien évidemment sur le territoire français, et après les régénérateurs sont beaucoup en France, mais il y en a également sur le territoire européen. Donc pour la régénération, c'est vraiment les acteurs avec lesquels on agit en priorité. Le PE et le PP ayant la même densité, comment sont-ils séparés? Sont-ils confondus dans les produits recyclés? Alors non, aujourd'hui on a du tri optique qui nous permet vraiment de bien recycler, enfin pardon, de bien distinguer le PE et le PP. Et effectivement, en tri densimétrique, c'est pas possible parce qu'effectivement ils ont la même densité. En tout cas, ils vont tous les deux flotter. Ils n'ont pas exactement la même densité, mais en tout cas ils vont tous les deux flotter dans l'eau. Par contre, effectivement, le tri optique permet de bien séparer le PE et le PP. Donc aujourd'hui, par exemple, il existe des centres de tri qui vont faire un flux de PE-PP mixte qu'on va envoyer vers des recycleurs, des régénérateurs pour le coup, et qui, eux, vont faire un tri optique sur cette balle qu'ils reçoivent et qui vont dire je fais une session de PE, puis une session de PP en séparant via un tri optique les deux fractions au moment où elles arrivent chez moi. Voilà. Donc, c'est plutôt le tri optique qui permet de séparer le PE et le PP. Il y a très peu d'applications aujourd'hui qui utilisent le PE ou le PP mixte. Malheureusement, souvent, on ne peut pas faire grand-chose. Ou alors, il y a des tolérances, mais de l'ordre de 5% de PE dans le PP ou au contraire. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est le tri optique qui prévaut. Pourquoi les films PP ne se recyclent pas contre le VSPE, une filière de PP souple? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de filière de recyclage de PP. Donc là, ça fait partie vraiment des éléments sur lesquels on travaille et avec les acteurs, les opérateurs privés sur cette question-là, également les metteurs sur le marché de films PP. Aujourd'hui, effectivement, c'est une fraction qui n'est pas recyclée, qui est valorisée énergétiquement de manière systématique, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas parce que techniquement c'est faisable.
Après, c'est une question de viabilité économique, c'est une question de massification et de l'importance du volume également qui peut être généré. Donc voilà, j'espère pouvoir vous dire que la filière sera en développement très prochainement. Sachez que des discussions sont en cours sur ce sujet-là, mais vraiment, il faut qu'on puisse avancer. Privilégier le PS vs le PP. Alors, pour le souple, oui. Pour le souple, oui, parce qu'effectivement, le PE a une filière de recyclage. Après, pour le rigide, les deux ont une filière de recyclage, donc il n'y a pas de choix à faire, ou en tout cas, il n'y a pas de conseil de notre côté, ni sur le PE, ni sur le PP, pour le rigide. Pour le souple, par contre, effectivement, la seule filière de recyclage existante est le PE. Quid des couches EVOH? Alors, le VOH, effectivement, c'est une couche barrière qui est utilisée dans certaines applications. Le VOH, aujourd'hui, ne pose pas de soucis quand il est mixte avec le PE. Donc, on a des solutions PE, VOH, PE qui se recyclent très bien. Donc après, bien sûr, il faut mettre la juste dose de VOH par rapport à ce qui est nécessaire en termes de barrière. Mais aujourd'hui, cette barrière-là, effectivement, ne pose pas de soucis au niveau du recyclage du PE. En tout cas, ça ne perturbe pas, ce ne sont pas partie des remontées qu'on a des régénérateurs sur le recyclage du PE. Alors, PVDC, je crois que ça c'est une résine qui est proche effectivement du PVC. En tout cas, j'ai plus l'acronyme en tête exact, mais tout ce qui est chloré, souvent, hein, on a des problématiques, notamment au niveau de la valorisation énergétique, avec des rejets qui sont des substances qui sont problématiques, enfin, qui ont des problématiques sanitaires. Et donc, j'ai plus exactement l'acronyme en tête, savoir exactement ce qu'il y a derrière ce PVDC, mais à regarder. J'essaierai de revenir vers vous, en tout cas, ou poser une question plus spécifique sur l'adresse prévention@citeo.com. Risque sanitaire dans l'intégration du plastique recyclé. Alors oui, bien sûr, pour pouvoir effectivement incorporer, notamment pour les produits au contact alimentaire, hein, pour pouvoir intégrer effectivement du recyclé, il faut avoir des procédures EFSA qui soient validées. L'EFSA, c'est quoi? C'est l'organisme européen sanitaire qui effectivement valide certains procédés de recyclage du plastique pour le retour au contact alimentaire. Aujourd'hui, seul le PET, donc le PET des bouteilles, permet un retour au contact alimentaire. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle seules les bouteilles en PET aujourd'hui permettent de réincorporer du PET recyclé. On ne retrouve pas aujourd'hui, pour les emballages en contact direct avec les aliments, de l'incorporation de PE ou de PP recyclé. Par contre, effectivement, pour des emballages de shampoing ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont envisageables. Mais pour les aliments, effectivement, il y a un risque sanitaire et avec beaucoup de travaux aujourd'hui pour faire en sorte de purifier, de décontaminer les flux de PE et de PP de manière à ce qu'ils puissent revenir au contact alimentaire. La question du recyclage chimique également, comme je vous le disais, le retour à la brique élémentaire permet dans certains cas d'éviter cette problématique des risques sanitaires. Voilà. Donc effectivement, il y a des risques qui font partie des travaux de recherche qu'on mène également. Les bouchons de liège après l'extension des consignes de tri. Alors, les bouchons de liège, de toute manière, ne seront pas recyclés. Au mieux, ils seront valorisés. Donc, voilà. Mais bon, c'est un produit qui est biosourcé. A priori, pose pas de soucis majoritaires. Emballages en plastique biodégradable métallisés sont rejetés. Oui. Alors, dès que c'est... En fait, biodégradable métallisé, il y a il y a une grosse contradiction. Voilà. Dans l'association de ces deux mots. Donc forcément, ils seront effectivement rejetés. Et aujourd'hui, de toute manière, il n'y a pas de distinction qui est faite sur les emballages qui sont biodégradables en centre de tri. Il n'y a pas suffisamment de volume pour les emballages biodégradables pour effectivement avoir un tri spécifique qui est fait au niveau des centres de tri. Donc voilà, de toute manière, ils seront effectivement mis en refus. Et en centre de tri, le PLA est-il perturbateur? Faut-il défavoriser? Le PLA, aujourd'hui, de la même manière que, comme je vous le disais, le biodégradable, il n'y a pas de filière spécifique de collecte d'emballage biodégradable. Le PLA également, qui se dit compostable industriellement, il n'a pas de filière il n'y a pas de collecte spécifique. Donc, s'il se retrouve effectivement dans le bac jaune, le risque, c'est qu'il soit mis dans le PET parce que assimilé par un opérateur à du PET et du coup, derrière, il va fortement perturber le recyclage du PET.
Donc aujourd'hui, le PLA aujourd'hui ne nous paraît pas comme étant la panacée. Voilà. Ça fait partie encore des travaux de recherche et on regarde un petit peu ce qui est fait sur ces types de nouvelles résines, d'ailleurs qui n'a rien de nouveau. Hein. Le PLA est une résine qui a plus de 30 ans, mais qui revient aujourd'hui à la mode. Mais c'est du compostage industriel. Donc dès lors, enfin, s'il n'y a pas de collecte spécifique avec des camions qui vont récupérer l'ensemble des emballages PLA et autres compostables industriellement pour les mettre dans un composteur industriel, eh ben, ils ne seront pas valorisés, malheureusement. Que pensez-vous des balles collectées qui finissent en Asie? Alors, on l'a vu comme vous, on le regrette fortement. Il y a effectivement, pour une fraction infime des balles qui sont massifiées par les centres de tri. Alors, on répète, 90% sont recyclés en France, donc partent chez des opérateurs français. Il y a 8-9% qui sont effectivement recyclés en Europe. Et on a 1% effectivement qui part au grand export. Et à chaque fois qu'on part au grand export, on a des bureaux d'études avec lesquels on travaille qui vont vérifier effectivement que les acteurs avec lesquels on travaille en Asie ou autre part gèrent bien et s'occupent bien, recyclent bien la matière. La Malaisie faisait partie, donc ce que vous avez pu voir, hein, je pense que c'est ça que vous faites référence, faisait partie de ces nouvelles destinations et des contrôles étaient prévus, mais bon voilà, on le regrette encore une fois, c'est malheureux, mais il faut bien se rendre compte que 98-99% de ce qui est massifié, collecté en France, va être régénéré en Europe et principalement 90% en France. Voilà. Et enfin, dernière question, parce qu'il est déjà 5h03 et j'essaie de tenir le timing, les fibres plastiques dans les vêtements vont polluer l'eau. Alors oui, effectivement, ça fait partie des éléments d'attention qu'on a sur le recyclage du PET sous forme de fibres synthétiques qui va finir vers les vêtements. C'est une application qui est encore assez limitée dans ce qu'on fait aujourd'hui sur le recyclage du PET. On a notamment des applications type textile technique pour l'étanchéité des bâtiments, les choses comme ça, qui pour le coup ont plus qui représentent une valorisation qui est plus intéressante pour nous. Mais oui, ça fait partie effectivement des sujets sur lesquels il faut qu'on réfléchisse, voir effectivement la fuite entre guillemets de ces fibres synthétiques dans les vêtements. Mais encore une fois, qui ne constitue pas la majorité des débouchés du PET aujourd'hui et du recyclage du PET. Voilà, je vous prie de m'excuser sur je suis allé un peu vite à la fin sur les questions. Je pense que j'ai essayé de répondre à l'ensemble des questions. Merci aussi à Valentine hein, qui a pu répondre au fil de l'eau à certaines des questions. La semaine prochaine, mardi 16h, en module 5, là on regardera l'optimisation et l'allègement de vos emballages. Donc là vraiment on va rentrer dans des stratégies industrielles et concrètes d'éco-conception pour vous. J'espère que vous avez bien compris comment ça marchait aujourd'hui, les filières de recyclage et la régénération de plastique, d'emballage plastique. J'espère que, à la lumière de ces différentes explications, vous allez pouvoir effectivement mieux comprendre quelles sont les actions que vous pouvez mettre en œuvre, pour vos emballages et effectivement avoir un plan d'action plus éclairé en sachant effectivement mieux comment ça se passe à la fin de vie. Voilà, je vous remercie encore beaucoup pour votre attention et pour la grosseur qu'on a passée ensemble et je vous donne rendez-vous mardi prochain, 16h pour le module 5. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.